Pas à travers le live panel. Euh, pas tel qu'il est là. Voilà. Alors, dans le VMC1, vous avez une grille, une espèce de grille IP, en fait, effectivement, qui permet de router toutes les sources du VMC1 vers 12 sorties, en fait, hein, les 4 mix plus 8 sorties NDI. Et donc, on a ce routage. Donc, à la limite, oui, je pourrais le faire via le live panel, via les macro-commandes. Je peux faire des macro-commandes depuis le live panel qui vont piloter ma grille interne du VMC1. D'accord, voilà. Et d'ici la fin de l'année, par contre, nous mettrons sur le marché effectivement une application autre, qui ne sera pas une application NewTek, mais qui sera effectivement une application qui sera à la fois une mosaïque NDI et un routage de flux centralisé. Voilà. Sachant que la souplesse du NDI, c'est aussi de se libérer d'avoir à centraliser cette affectation de source. On en a l'habitude, c'est vrai, donc on a envie de la retrouver. Mais quelque part, si on se remet dans notre environnement bureautique classique, réseau, dans lequel on est habitué depuis très longtemps, quand j'arrive à mon bureau, que j'ai besoin d'une ressource de mon réseau, je n'ai pas envie d'aller demander à quelqu'un ou aller à un endroit particulier pour faire une affectation pour récupérer la ressource dont j'ai besoin. Ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir là, à mon poste. Et voilà, c'est ce qu'amène aussi le NDI. Voyez, mais effectivement, on sait qu'il y a toujours ce besoin éventuellement d'avoir une centralisation. En fait, bon, c'est parce qu'on a étudié le TC1 et il ne disposait pas suffisamment de sorties. Donc c'était pour pouvoir envoyer des sources typiquement sur un plateau ou un peu l'équivalent des aux sur un mélangeur. Oui, ben, là ça va se faire à partir des modules des racks supplémentaires. Oui, tout à fait. Vous avez par exemple, dans la même série que les NC1, on a un module de sortie, qui est un module 4 canaux NDI vers 4 sorties SDI, qui permet là aussi bien de redispatcher et de ressortir des flux NDI dans le réseau. Ça peut être aussi des simples cartes de capture qui vont pouvoir être utilisées pour ça. Et ces interfaces de sortie, pour l'instant, je ne peux pas les piloter via le live panel. Non, ces périphériques externes n'ont pas via le live panel. Non. Non. Non, après on peut prendre la main dessus puisqu'ils ont des interfaces, propres, donc on peut prendre dessus avec du TeamViewer ou avec un système de connexion et prendre la main sur le device à distance. Donc on peut aussi éventuellement envisager de centraliser ça comme ça. Mais effectivement, une application de grille est quelque chose qui nous est demandé. Donc, un de nos partenaires est en train de travailler dessus et on devrait avoir un produit disponible sur le marché d'ici la fin de l'année. Pour la caméra, vous nous avez montré les réglages en PTZ. Oui. Est-ce que vous avez des réglages colorimétriques aussi ou pas? Alors, tout dépend à quel niveau vous les avez. Si vous les avez effectivement au niveau de la régie TriCaster, donc au niveau de la régie TriCaster, ici dans l'interface, vous allez avoir les réglages de base de focus, iris et balance des blancs, d'accord, au niveau de la caméra elle-même, sachant bien sûr que le TriCaster, lui, est équipé aussi d'un ProCamp permettant non pas, bien entendu, de piloter la caméra, mais de retoucher le signal lui-même, d'accord, avec un affichage oscillo-vectorscope intégré également, hein, disponible. Par contre, si je reviens effectivement sur l'interface de pilotage, alors je dois l'avoir ici, oui, on va l'avoir là-haut. Vous voyez. Donc, hop, voilà. Ici, j'ai accès directement, si je rentre dans le menu, dans l'interface web de la caméra ou du Connect Spark, je vais effectivement là avoir accès. Là, je suis sur le Spark. Je vais me remettre sur la caméra. Voilà. Vous voyez le petit bouton ici où on trouve aussi un recorder. L'application permet de recorder aussi le flux. Voilà. Et donc là, je me remets sur la caméra. Alors la caméra, elle garde la connectivité également SDI et HDMI. Donc ce ne sont pas des options, c'est directement intégré. Vous avez NDI, SDI, HDMI. Et SDI et NDI fonctionnent simultanément, ou HDMI et NDI aussi. Par contre, SDI et HDMI, non. Voilà.
Et donc là, effectivement, depuis cette interface-là, je vais retrouver tous les paramétrages de la caméra, audio ou vidéo. Donc vous avez l'exposition, brillance, contraste, saturation, balance des blancs, focus. Voilà. Et donc, par contre, donc ce réglage-là, il est en sortie de vidéo. Oui. Et est-ce qu'on peut l'avoir en dehors ou pas du tout? En dehors, est-ce que là, on ne va pas afficher le menu si on a la sortie caméra à l'antenne, par exemple? Ah, mais là, je suis sur une application séparée. Là, je suis sur un PC qui est un PC de contrôle. D'accord. Je ne l'ai pas sur ma régie. Je vois en sortie programme, c'est pour ça. Donc, oui, parce que je vous fais là, c'est parce que je vous le renvoie pour que vous le voyez en grand. En fait, toutes les applications que je vous ai montrées, bien sûr, d'ailleurs, toutes les machines qui tournent là, j'ai mon convertisseur, mon fameux scan converteur qui tourne, qui me permet de vous montrer toutes les interfaces. Et par exemple, vous pouvez faire varier juste n'importe quel réglage pour... Bien sûr. On dispose de Reset Factory aussi, de choses comme ça. À propos du Live Panel, c'est oui. une licence mono-utilisateur ou alors on peut créer plusieurs interfaces? Alors, non, Live Panel, c'est une licence multi-utilisateur en fait. Hein. C'est lié à la machine. C'est une licence par machine. D'accord. En fait, ça s'installe sur chaque régie que vous voulez pouvoir piloter. Et après, vous ouvrez autant d'interfaces que vous le souhaitez, tout à fait. Ouais. Éventuellement, est-ce que on peut ouvrir une interface, enfin, deux interfaces, si on a deux écrans. Deux PC, oui, même sur la même machine, ouais, tout à fait. Bon, même le studio monitor que j'utilise là, je peux faire une mosaïque complète sur un PC ou dans mon réseau, et je peux automatiser, puisqu'en fait, cette application monitor est assez complète également, parce que vous allez avoir, alors où sont les menus de ça, les settings ici. On peut afficher des vues-mètres, on peut les enlever, on peut avoir, si on veut visualiser des flux alpha, on voit l'alpha channel. On peut avoir des repères de croix, de centrage de croix. On peut avoir un mode plein écran sans les bordures. Et tous ces paramètres sont automatiquement conservés quand on ferme l'application. Et donc il suffit ensuite de faire un petit script Windows pour ouvrir toutes vos applications en même temps, et vous allez retrouver votre mosaïque et faire des mosaïques comme ça pour... c'est gratuit. Non, l'idée aussi, éventuellement, c'est d'avoir un écran de visualisation et de faire un petit écran sur un deuxième écran tactile pour faire de la sélection de sources. Oui, totalement. Donc ça, s'il n'y a pas de... Ah bah ça, sans problème, oui, avec les macros, sans aucun problème. Ouais. Okay. Tout à fait. Il y a une différence d'à peu près 2 images. Donc sur du NDI iframe, on est sur une latence d'une image maximale. En fait, le protocole, le processus de compression NDI lui-même est de 12 millisecondes. Bien entendu, dans le cycle complet compression-décompression, on a besoin de resynchroniser avec la partie audio. Donc forcément, on arrive à cette frame de délai. Sur du NDI HX, on est à peu près autour de 2-3 images. Voilà. Vous avez, sur ces régies-là, vous avez donc une sortie master audio et 3 aux audio. D'accord. Sachant également que ces régies sont compatibles Dante. Actuellement, dans les versions actuelles, on peut supporter donc jusqu'à 16 entrées audio en BD, NDI et Dante. Et jusqu'ici, seul le programme et un aux étaient disponibles en Dante, mais dès la prochaine release, toutes les entrées, toutes les sorties audio seront disponibles en Dante. Pour la partie ralenti, accès au ralenti, est-ce que vous avez des interfaces physiques dédiées? Oui, tout à fait. Dans la gamme, vous trouvez une surface de contrôle qui s'appelle la 850 TW, qui est en fait à la fois la console polyvalente pour l'opérateur magnéto et ralenti. Donc là,
pour effectivement opérer les canaux de ralenti internes de la régie. Après, si vous avez besoin de postes de ralenti plus intensifs, dans la gamme NewTek, nous avons la gamme Stripley, qui est une gamme de serveurs dédiés ralenti, qui ont également l'avantage d'avoir la connectivité NDI et de pouvoir éviter, encore une fois, de tirer du câble SDI. Voilà. Sachant que dans la partie serveur de ralenti, également, tout ce qui est clip list et playlist sont dotés du même moteur de publication réseaux sociaux. Donc les serveurs de ralenti peuvent permettre également de pouvoir, en direct, pouvoir publier en même temps sur différents réseaux sociaux depuis ces postes-là. Dernière question, est-ce que vous avez des systèmes pour taguer d'une manière ou d'une autre? Sur les serveurs de ralenti, oui. Ça va, ouais. Oui, tout à fait. Sur la partie TriCaster, elle a été enrichie. Alors, je ne vous l'ai pas montré sur les recorders, mais quand je paramètre mes recorders pour le replay, donc je peux choisir sur quel vous montrer par ici. Donc je peux choisir vers quel lecteur de médias j'adresse les extraits de mes boucles d'enregistrement. Éventuellement donc une vitesse de restitution par défaut, la durée de la boucle. Et j'ai ici un champ commentaire. Et ce champ commentaire, en fait, est un champ dynamique qui peut être lié sur la partie titrage. Donc quand je fais un template, je peux automatiquement alimenter le synthé correspondant à ce média-là, au média venant de la partie extraction recorder. Et tout ça peut être déclenché automatiquement, puisque si je vais sur un média ou sur un lecteur, j'ai maintenant un onglet automation. Vous voyez ? Donc là, je vais pouvoir dire que lorsque ce média va être à l'antenne, je vais pouvoir lui associer n'importe quelle macro-commande au démarrage, enfin à la mise à l'antenne ou au retrait de l'antenne. Voilà. Et ça, je peux le faire clip par clip, ou je peux le faire sur le magnéto lui-même. C'est-à-dire que quand je vais sur le magnéto lui-même, je retrouve également mon onglet automation. Voilà. Et là, j'ai tout un tas d'actions possibles quand le lecteur va être au programme, au preview, dans un DSK, et en fonction de tout ça, ici, très simplement, affecter les macro-commandes. Voilà. Donc on peut intégrer cela dans beaucoup d'automatismes, sachant que toutes les macro-commandes que je crée dans une régie TriCaster peuvent être aussi déclenchées de l'extérieur par des commandes HTTP. Une syntaxe API très simple. On peut aussi les déclencher par des événements MIDI, par du GPI, voire même, comme vous pouvez le voir ici, dans ce menu ici, en fait, par de la détection de mouvement. Si je suis sur fond vert comme aujourd'hui, je peux disposer dans mon environnement virtuel jusqu'à 8 zones interactives et associer à chaque zone des séquences de macro-commandes. Voilà, donc le présentateur peut aussi opérer pendant qu'il fait sa présentation. C'est du multipoint, mais ce n'est pas du multicast au terme multicast. Voilà, d'accord, puisque effectivement, les switches qu'on utilise sont des switches totalement standards. Le NDI-HX, lui, par contre, pourra avoir la spécificité multicast. D'accord. Mais pour le NDI iframe, on est en multipoint, ça veut dire qu'un même flux NDI peut être utilisé en autant de points que je souhaitais sur le réseau. Par contre, chaque fois qu'il sera utilisé en pleine résolution, la bande passante de 100 mégabits par seconde pour un flux HD sera consommée sur le réseau. L'accès aux sources est quand même ultra simple, Oui. là, je dirais, vu ce qu'on vient de voir. Et à force d'aller chercher des choses, de composer, et puis en plus, si même on travaille à plusieurs, est-ce qu'on n'arrive pas à une situation de blocage du réseau et comment c'est géré? Alors, donc, effectivement, le NDI est conçu pour être utilisé et utilisable sur du réseau gigabit standard. C'est un peu le concept de départ, pour plusieurs raisons, dont la raison essentielle est de ne pas imposer à nos clients potentiels d'avoir à faire un choix technologique particulier lié à un gros investissement d'infrastructure. Aujourd'hui, on peut déployer du NDI sur n'importe quel type de réseau, ce qu'on a fait là, ici, sans aucun investissement d'infrastructure particulier. Donc on peut l'utiliser pour ce dont on a besoin, pour ce qu'il est utile
pour chaque personne, sans que ça représente une décision d'investissement particulière ou un pari technologique quelconque. Voilà. C'est ce qui explique en grande partie cette courbe d'adoption très très forte, puisqu'effectivement, il n'y a pas d'enjeu économique qui freine la diffusion du NDI aujourd'hui. Et donc, sur le seul j'ai le mot anglais en tête, le seul prérequis réseau est qu'effectivement, au niveau des switches, on utilise bien des switches avec des ports full duplex de façon à effectivement avoir bien 1 gigabit sur chaque port disponible. Alors, la régie TC1 donc, était dotée de 2 attachements gigabits. D'accord. La régie VMC1 qui elle est capable de supporter jusqu'à 44 entrées et je crois une bonne vingtaine de sorties NDI, elle est dotée de 2 attachements gigabits plus 2 attachements 10 gigas. Et c'est les applications elles-mêmes qui gèrent la balance de charge entre les différents besoins sur le réseau. Hein. L'utilisateur n'a absolument rien à paramétrer au niveau des applications pour que toutes les charges soient supportées nativement. Alors, et quand je parle d'un débit de 100 mégabits par seconde, je parle d'un flux qui est utilisé en pleine résolution en sortie. Tant qu'on est sur, bien entendu, des affichages de mosaïque et ce genre de choses, on ne consomme que du proxy, donc on ne sollicite pas les bandes passantes là-dessus. Donc il faudrait, pour que je sature cela, il faudrait que je sois pratiquement à 16 flux full plein écran, ce qui n'est pas... Il y a une réallocation du débit en temps réel par rapport aux manipulations et aux effets qu'on traite. Tout à fait. D'accord. Ouais. Oui, donc ça donne, je dirais, 20 divisé par 0,1, donc ça donne 20 sources, théoriquement, alors que là, sur le VMC1, là, on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin, puisqu'effectivement... Mais il y a quand même une précaution à prendre, de ne pas partir dans des manips... Après, si on sature, on risque pas de. La seule chose qu'on risque, c'est de voir apparaître des saccades, voilà, des pertes d'image dans les flux. Voilà. Il n'y a pas de blocage particulier. D'accord. Donc du coup, pas de velléité de passer en 40 gigas ou 100 gigabits à terme? Au niveau des interfaces réseau, aujourd'hui non. Aujourd'hui non. Et le sens de l'histoire va plutôt vers une amélioration encore des performances des codecs de compression et donc d'avoir toujours une amélioration de la qualité avec une bande passante la plus optimisée. C'est un petit peu l'idée aussi avec le NDI-HX par exemple, vous voyez, pour différentes applications. Là aujourd'hui, sur un flux NDI-HX HD, je suis à 15 mégabits par seconde. Donc là, du coup, je viens de multiplier par 10 la capacité d'exploitation. Et donc, pour rejoindre la question précédente, pas de nécessité de mettre des liens redondants ou des choses comme ça. Dans l'architecture, quand vous la construisez, vous avez des préconisations de redondance sur un certain nombre de liens ou pas plus que ça? Là, je dirais qu'on simplifie énormément de choses, là aussi, à mon sens, au niveau de la redondance, puisque en fait, ce qu'il faut redonder finalement, c'est votre source, quelque part. Et oui, puisque là, si j'ai la régie qui tombe là-bas, moi j'ai toujours mes sources ici. Et j'ai mis aucune grille et aucune distribution. Et inversement. D'accord ? Donc le point faible, ça va être la source. À la limite, donc si je veux redonder, je redonde la source et j'ai aussi les deux flux. Le système ouvre des ports partout, puisque vous avez pas partout. Donc du coup, en termes de sécurisation des signaux, est-ce que vous avez une solution techno ou votre système protège Il y a tellement de développeurs IT sur la planète qu'on n'a pas besoin de nous-mêmes d'amener nos propres solutions de sécurité. Ce qu'on s'est contenté de faire quelque part, c'est non pas d'essayer d'apporter une infrastructure réseau à la vidéo, mais d'amener la vidéo à l'échelle des réseaux d'aujourd'hui. C'est peut-être une approche très pragmatique. Et donc du coup, vous pouvez administrer votre réseau NDI, créer les VLAN que vous voulez, faire du QoS si vous voulez faire du QoS, avec les outils réseau. Nous sommes avant tout des gens de la vidéo. On simplement fait en sorte effectivement que ce qu'on utilise depuis de nombreuses années soit à l'échelle des réseaux standards d'aujourd'hui. Comme les réseaux, la courbe technologique, c'est un croisement. Hein. On a un croisement où effectivement, on a les technologies qui permettent de se rencontrer et de travailler de façon souple et peu coûteuse.
Entre le NDI et le NDI HX, c'est Oui. ça c'est la même techno de compression, c'est simplement le fait d'être iframe Et long-up, oui, tout à fait. Ouais, même, essentiellement. Et l'accumulation de je code, je décode et autres. Non, là enfin le NDI de ce côté-là a un facteur très qualitatif sur la multiple compression qui est très élevée. Enfin, on est je ne sais plus si ça s'appelle le PNSR ou le PSNR, je ne sais plus, c'est l'un des deux, c'est le Peak Signal Noise Ratio ou un truc comme ça, enfin peut-être que je l'ai dans le désordre, hein, je serai un peu moins, qui est au-dessus de 70, là où le Digital Beta était aux alentours de 25-27. Et on ne sait toujours pas quelle techno, officiellement. Officiellement, c'est une compression wavelet en fait. Hein. C'est basé sur du wavelet. Et après, c'est vrai que c'est un codec maison. Complètement propriétaire. Oui, il est développé maison. Par contre, encore une fois, il est dans le SDK. Donc, alors c'est pas de l'open source. Hein. Personne, nos partenaires vont pas s'amuser à aller trifouiller dedans. Mais par contre, ils peuvent l'intégrer dans tout un tas d'applications. Voilà. Donc, pour revenir un peu, là, juste sur le codec, il faut juste se rappeler que Newtek a toujours été une société dans notre industrie et qui a toujours été une société dans le logiciel. C'est une société qui a démarré en 1986 et dès les premiers produits, ils étaient sur des bases essentiellement logicielles, tout le temps. Donc c'est effectivement c'est un parcours assez atypique dans notre industrie puisque c'est une société qui est toujours privée. Toujours détenu par son fondateur qui est un ingénieur qui était à la base de tous les premiers développements. Et c'est ce qui explique effectivement aujourd'hui cette avance sur le marché en matière de développement de ce genre de technologie. C'est qu'il y a 10 ans, le premier TriCaster mis sur le marché date de 2005. Et en 2005, nous avions déjà la liaison entre les PowerPoint, les PC et la régie sur de l'IP. C'est-à-dire qu'il fallait que je convainque les clients en 2005, alors qu'on était sur du 100 basté, hein, on n'était pas sur du giga à l'époque, hein, à pouvoir relier leur PowerPoint à la régie en passant par du RJ45 au lieu de passer par un convertisseur VGA vidéo. Bon, c'était pas la panacée non plus parce que faire du 800-600 sur du 100 mégabits et retomber sur du 720-576, c'était loin d'être simple. Mais ça nous a confronté, ça a confronté toutes les équipes de développement de Newtek à cette problématique depuis 12 ans. Vous voyez, donc c'est un petit peu ce qui explique aujourd'hui qu'effectivement cette technologie soit maîtrisée par une société qui, somme toute, n'est pas loin de là une des plus grosses de ce marché. Mais c'est vrai que c'est des choix technologiques très anciens. Miser sur le logiciel dans la vidéo en 1986, dans les flux NDI, les flux sont synchrones, sont calés. J'ai plus besoin de ça. Alors, comme on reste dans un environnement hybride, on peut avoir besoin de resynchroniser, notamment sur les sorties. Chaque fois que j'ai des modules de sortie qui vont prendre des flux NDI et qui vont ressortir du SDI, ces sources SDI, je peux avoir besoin de les resynchroniser si je veux rentrer dans une régie ou dans un mélangeur traditionnel. Et donc dans ces cas-là, tous nos modules de sortie ont des entrées Genlock. Là, j'ai toujours des entrées Genlock sur ma régie. Sur mes modules d'entrée, j'ai également une entrée Genlock. Sur les modules de sortie, par contre. Sur les modules d'entrée, je n'ai pas besoin, puisque de toute manière, le signal SDI arrive, il est converti en NDI et il ressort avec sa propre synchro. Oui, ils arrivent. Et pour l'instant, ils ne sont pas encore disponibles, mais chez ce fabricant-là, sur ce boîtier-là, on va avoir également la fonctionnalité inverse, c'est-à-dire NDI vers SDI dans ce format-là. Il y a un autre fabricant australien également qui a un produit en préparation qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Sinon, encore une fois, un ordinateur avec une carte de sortie devient un module de sortie NDI, SDI.
vous avez un premier niveau qui est directement intégré dans l'interface, ici. Je vais vous la remettre à l'antenne. Hop. OK. Sur chaque entrée audio, ici, vous avez, dans l'onglet Processing, vous avez ici une option Run Macro en fonction du niveau d'entrée. D'accord? Et donc, je donne le seuil de déclenchement. Et ici, je donne la macro qui va être déclenchée. D'accord? Donc, on a un premier niveau ici, mais qui est très basique, puisque là, je ne peux pas gérer, par exemple, les cas où je vais avoir 2 entrées qui vont se mettre à dépasser les seuils en même temps. Mais pour ça, on a un autre produit dans la gamme qui est un logiciel annexe, qui s'appelle Live Mixer Remote, qui va fonctionner donc sur un PC en réseau, tout simplement, qui va permettre soit de monitorer les entrées de la régie ici, soit de monitorer des entrées audio, par exemple, sur un petit rack M-Audio, par exemple, tout simplement. Donc vous allez juste envoyer vos audios à monitorer là-dessus. Et dans l'interface Live Mixer Remote, je peux créer complètement des scripts. C'est-à-dire, je peux dire si telle entrée dépasse tel seuil, que les autres sont en dessous de tel autre seuil, etc., je déclenche tel macro. Si jamais j'ai aucun déclenchement pendant 15 secondes, hop, je déclenche une autre macro pour faire un plan large, pour éviter que ce soit trop, voilà, et ainsi de suite. Je peux aussi mettre des règles de façon à ce que des temporisations, ne pas déclencher tout de suite non plus, parce que sinon vous allez avoir, si des gens commencent à parler les uns dessus les autres, donc vous allez pouvoir temporiser. Donc toutes ces règles, dans Live Mixer Remote, on trouve toutes ces règles-là. Une licence Live Mixer Remote, c'est encore un produit qui est hyper ruineux à 1 000 €. On commence à avoir des implantations maintenant, des gros workflows qui commencent à s'établir. On vient durant cet été, on a fourni les équipements pour le nouveau stade de l'Atlético de Madrid, à base donc de 2 régies VMC1, une régie TC1, et effectivement l'ensemble de la partie production vidéo, la gestion des grands écrans, tout est géré en NDI sur le réseau du stade. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et avec enfin, ça amène des souplesses extraordinaires. Hein. À partir du moment où vous avez les flux déjà en IP, ils seront disponibles partout. Les petits outils de ce type-là vont permettre d'aller mettre une caméra dans les vestiaires. Avec ça, pareil, je peux aller à n'importe quel point de mon stade et faire une interview là où j'ai énergie, quoi. Vous voulez donner une visu, un monitoring à un journaliste qui est à l'autre bout du stade. S'il y a énergie à proximité, une simple application, un laptop, une application vidéo monitor, et ça y est, je lui ai donné mais même dans l'éducation, dans les universités, c'est pareil. Aujourd'hui, on déploie de plus en plus maintenant de régie et de périphériques NDI. Vous captez dans un amphi et les flux sont disponibles dans les autres amphis de l'université. Et coût de l'infrastructure, zéro. Zéro. Vous prenez une caméra comme ça, vous mettez dans une salle de conseil, dans un centre de conférence, ça y est, c'est une énergie et le flux est disponible partout.